C'est le temps des vacances, la saison pour s'aimer, chantait jadis le Québécois Pierre Lalonde. Mais en cet été 2011, les touristes semblent en désamour avec les pays en révolte du sud de la Méditerranée. Hier fort prisés, ces États économiquement dépendants du tourisme voient les juilletistes et même les Haussiens leur préférer la rive nord de ce lac touristique, et en l'occurrence la Grèce, l'Espagne, où la fréquentation et les réservations ont fait un grand bond en avant. Alors, pour bronzer savant, les matins d'été vous proposent maintenant d'analyser l'impact du printemps arabe sur le tourisme, ce fait social total, en compagnie de l'anthropologue Saskia Cousin, membre du LAIOS, laboratoire d'anthropologie des institutions et des organisations sociales, et maître de conférences en sociologie à l'IUT de Tours. Bonjour Saskia Cousin. Bonjour. À vos côtés, dans notre studio, Emmanuel Noutari, délégué général de l'ANIMA, un réseau d'investissement spécialisé dans le développement économique en Méditerranée. Bonjour Emmanuel Noutari. Bonjour. Enfin, dans le rôle du géo, ou plutôt de l'expert gyrovague, le sociologue Jean Viard, directeur de recherche au CNRS, au CEVIPOF, nous répond, lui, par téléphone, depuis un lieu de villégiature tenu secret. Bonjour Jean Viard. Bonjour. Alors attaquons in medias res, dans le vif, là où ça fait mal pour les professionnels du tourisme, les chiffres. Emmanuel Noutari, quel impact le printemps arabe a-t-il sur le tourisme en termes de fréquentation, mais aussi d'investissement? Les chiffres les plus alarmants circulent en effet. Pouvez-vous nous donner quelques-uns de ces précieux chiffres et nous exposer la tendance à court terme cet été? Oui, c'est difficile d'avoir des chiffres à mi-saison. Les opérateurs ont commencé à communiquer sur leurs impressions à partir d'avril, de mars. Et les ministères, le premier ministère qui a communiqué, c'est le ministère marocain cet été, qui a annoncé une bonne nouvelle, lui, qui a annoncé une augmentation de 6,3% de sa fréquentation sur le premier semestre. Donc les nouvelles, celles-là, sont plutôt bonnes, mais les indicateurs qu'on a pour le reste sont plutôt inquiétants. Il y a trois phénomènes qui se sont conjugués. Il y a, comme vous l'avez dit, les révolutions, enfin le printemps arabe, les révolutions dans certains pays, puis les émeutes dans d'autres. Il y a également l'attentat de Marrakech, qui n'est pas à négliger, qui arrive fin avril et qui a quand même plombé un peu l'ambiance pour les touristes. Et puis, il y a le mois de Ramadan qui tombe cette année au mois d'août. Et vous savez, les gens voyagent. Voilà, qui vient de commander. Les gens voyagent avant le Ramadan, et puis après le Ramadan, on ne voyage pas beaucoup, puisqu'il y a l'Aïd et les fêtes. Donc, jusqu'à mi-septembre, ça plombe un peu le marché touristique, en tout cas musulman. Donc c'est un peu dur pour ces pays méditerranéens. Alors les premiers éléments qu'on a pu voir, c'est qu'il y a en Tunisie 57 hôtels qui ont annoncé leur fermeture pour la saison. C'était à Sousse et à Djerba, ça représente 6000 emplois. Donc ce qui est important. Donc 6000 emplois qui ont été fermés. Le tourisme tunisien, c'est 2 millions de Libyens aussi, ce qui est à peu près 20% ou 30% de leur tourisme. Donc je vous laisse imaginer le fait que la situation, les touristes libyens se déplacent pas beaucoup en ce moment. En Égypte, en avril, ils annonçaient moins 35% de fréquentation. Alors il y a pu avoir un sursaut cet été. Moi j'y étais la semaine dernière et j'ai vu quand même des hôtels. Pour affaires ou pour le tourisme? Pour affaires, mais le tourisme d'affaires, c'est important aussi. Et ça, pour le coup, c'est plutôt au point mort. En tout cas, tout ce qui est convention, forum, etc., c'est un peu au point mort cet été. Mais j'ai vu en tout cas des hôtels qui étaient assez pleins. Et puis Jordanie, Liban, pareil, c'est du type 35, moins 35, moins 40% de fréquentation ou de réservation dans les hôtels. Alors Saskia Cousin, vous travaillez en particulier sur le tourisme en Afrique de l'Ouest, donc un peu plus au sud du bassin méditerranéen. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les spécificités de ce tourisme, du tourisme de masse dans cette région, qui est aussi un tourisme culturel, et nous dire si, notamment, la longue crise de succession en Côte d'Ivoire a eu le même impact que ces révoltes arabes sur les touristes? Alors, il n'y a pas un tourisme de masse au sens du Maghreb. Le seul pays qui, touristiquement, dépasse les 5 millions d'arrivées en Afrique noire, si on peut dire, c'est l'Afrique du Sud, en fait. Donc, on est dans une autre forme de tourisme. Mais il y a des villages vacances, voilà, il y a des villages vacances au Sénégal, etc. En Côte d'Ivoire, ce qui est un peu différent, c'est qu'il n'y a pas tant que ça de tourisme type village vacances. Par contre, ce qui a baissé, c'est le retour au pays. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont comptés comme des touristes et qu'on laisse
peuvent avoir par exemple la nationalité française et qui vont rentrer au pays, qui ne sont pas rentrés ou qui vont peut-être ajourner leur séjour. Mais on n'est pas dans la même logique. En tout cas, je n'ai pas perçu, et les contacts que j'ai pu avoir, il y a une catastrophe au Mali, etc., du tourisme, mais ce n'est pas lié aux révolutions arabes. C'est lié plutôt aux attentats, etc. Oui, on dit que cette région s'est vidée de ses touristes. On sait que le Paris-Dakar a pris le large et a traversé l'océan. Il n'y a vraiment plus un touriste pour ce tourisme, sinon de nature, du moins désertique ? Si, ici, il en reste, mais c'est très compliqué, notamment pour les Français, en raison du gouvernement qui déconseille la destination. Alors après, les gens vont se reporter, par exemple, sur le Bénin, là où je travaille, mais c'est vraiment un tourisme culturel qui est pas du tout dans les mêmes dimensions. Donc il n'y a pas du tout les mêmes effets, et l'absence n'aura pas non plus les mêmes effets sur l'organisation économique des pays concernés. Par contre, au Kenya, en Afrique du Sud, etc., on n'est pas touché par les révolutions du Maghreb. Qui sont un peu lointaines. Emmanuel Noutari ? Oui, non, ces effets de baisse de fréquentation, ça a un effet direct sur les prix. Vous avez pu voir, j'imagine, si vous avez cherché pour des vacances cet été. Il y a des mesures qui sont prises par les opérateurs. Les prix ont chuté énormément. Et ce qui est très mauvais, et ce qui est pas du tout compatible avec les attentes d'équité sociale qui ont été manifestées lors des révolutions, puisque pression sur les prix, c'est pression sur les marges de toute la chaîne des opérateurs. Et donc, in fine, pression sur l'emploi, pression sur les salaires des opérateurs. Il y a au Maroc, il y a des hôtels qui mutualisent maintenant leur personnel pour garder leur staff et pouvoir accueillir des manifestations ponctuelles, mais plutôt que de prendre des intérimaires, ils vont chercher du staff chez leurs confrères, les autres hôteliers. Jean Viard, je le disais, vous êtes en ligne avec nous depuis peut-être un lieu de vacances. Je ne sais pas si c'est en Afrique du Nord, si c'est en Afrique de l'Ouest, si c'est sur le littoral français où il fait beau aujourd'hui, dit-on. Qu'est-ce que vous avez à répondre et à ajouter à ces propos du début de notre entretien ? Non, mais d'abord, je vais vous dire que je suis en Bretagne, juste comme ça. Ah, vous l'avouez. Voilà, mais je ne m'en cache pas, j'adore la Bretagne, j'y viens tous les ans, mais bon. Non, mais si vous voulez, moi, ce que je crois, moi, je suis inquiet, je veux dire, à court terme, pour le tourisme au Maghreb, mais aussi à moyen terme, si vous voulez, parce qu'au fond, d'abord, on l'a dit, il y a différentes clientèles, et après, il y a différents pays, donc tout n'est pas dans le même processus, mais en gros, quand vous êtes touriste, que vous allez vous payer 8 jours ou 15 jours dans ce type de club de vacances, etc., ce qui est quand même une grosse partie des séjours dans ce territoire, au fond, vous avez absolument pas envie d'avoir des soucis. Et vous videz votre tête de votre vie quotidienne, vous essayez de vous débrancher, et vous avez envie d'avoir un endroit hyper sécurisé. Et on peut dire les choses, moi je dirais même, en gros, le tourisme de masse dans les pays du Sud se développe mieux dans les pays autoritaires. Mmh. Et si vous prenez Cuba, si vous prenez la Tunisie telle qu'on la connaissait, si vous prenez l'Égypte, c'est-à-dire au fond, une société, j'allais dire, qui bouge, et qui donc, elle va pas du jour au lendemain trouver un nouvel équilibre. Forcément, ils vont pas du jour au lendemain trouver du boulot pour tous les jeunes, etc. Et donc c'est ça qui est terrible, c'est que, notamment en Tunisie, c'est que le tourisme est un des poumons économiques considérables, et en même temps, l'ouverture démocratique va lui nuire cette année, mais risque de lui nuire à plus long terme. Alors, Jean Viard, je vous propose qu'on reprenne cette question qui est d'importance un peu plus tard, et de la dimension politique qui pèse sur le choix de destination pour les touristes. On parlait de chiffres à l'instant, notamment avec Emmanuel Noutari. Il y a des mots qui pèsent, il y a des mots qui comptent aussi dans le choix de destination des touristes à propos de leurs vacances à l'étranger. Vous avez jadis, Jean Viard, écumé notamment les clubs méditerranéens pour le travail, bien sûr. Est-ce que vous avez le souvenir du discours tenu par les professionnels du tourisme de masse dans des situations de crise, sinon identiques, du moins peu ou prou comparables ? Mais si vous voulez, ce qui est sûr, c'est que dans ces structures, si vous voulez, ce tourisme qui s'est construit, notamment le club méditerranéen, il s'est construit à une époque d'une autre relation entre la France et ses pays, notamment au Maroc. Donc, il y avait effectivement, puisque le club était beaucoup aidé par la Caisse des dépôts, etc. Donc il y a eu des stratégies de développement dans ces pays à une certaine époque. Et à l'époque où les pays arabes, au fond, après la période coloniale, étaient, on va dire, apaisés. Pacifié, disait-on parfois. En tout cas, vu d'ici. Bon. Et puis, effectivement, depuis quelques années, il y a de toute façon développement des attentats, etc. Alors, les attentats n'ont pas un impact très long. Moi, j'étais allé en Égypte, par exemple, juste après les attentats qu'il y avait eu il y a quelques années. En réalité, assez vite, le flux touristique se remet en route. Parce qu'un attentat, c'est ponctuel, ça fait peur sur le moment, puis après, on se dit, bon, après tout, il faudrait vraiment pas de chance pour que ça recommence au même endroit. Donc, c'est pas pareil, je pense.
Mais donc, si vous voulez, là, on voyait bien comment les grands opérateurs avaient des stratégies, des inquiétudes, y compris le Club Med, qui est très engagé dans le monde arabe et qui actuellement se développe beaucoup plus en Asie, en Chine, etc. Et récemment, moi, j'étais à une réunion de professionnels, et c'est clair que une des réflexions qu'ils avaient, c'est de dire, bon, on a 2 ou 3 ans pour rénover le tourisme en Europe. C'est-à-dire, au fond, le marché du Sud étant en crise, au fond, les touristes vont se rabattre, si on peut dire, sur le marché français, grec, bien sûr espagnol, vous l'avez dit. Et donc, dans cette partie européenne où il y avait une usure d'un certain modèle touristique, il y a, j'allais dire, une opportunité économique. Excusez-moi. Apparemment, comme ça. Jean Viard, en effet, les chiffres remontent, en tout cas, il y a une hausse significative des fréquentations, notamment en Grèce. À l'instant, Jean Viard nous parlait de la présence importante de ces structures de tourisme de masse, telles que le Club Méditerranée en Afrique du Nord, Emmanuel Noutari. Qu'en est-il du discours qui est tenu, par exemple, après un attentat? Jean Viard le disait, les touristes ont tendance à revenir sur les lieux assez vite, les flux à se remettre en branle, mais est-ce qu'il y a des stratégies de communication très précises qui sont élaborées pour justement apaiser les touristes après un attentat, par exemple? Non, à ma connaissance, non. J'ai pas participé à des cellules de crise de communication. J'ai pas participé. Non, j'ai pas vu vraiment de communication de crise. Sur le printemps arabe, il y a eu des communications de crise, en tout cas réactives, qui étaient même un peu presque euphorisantes et presque naïves, de la part des Égyptiens et de la part des Tunisiens. Les Égyptiens ont fait une campagne récente qui était assez culottée, en disant il y a des balles qui sifflent en Tunisie. Il paraît qu'il y a des balles qui sifflent en Tunisie. Venez voir. Et on voyait un golfeur sur la photo. C'était assez sympa. Les Égyptiens ont doublé leur surface du stand qu'ils avaient prévu au Salon international du tourisme à Berlin. Et sur le discours « Venez voir là où tout a commencé », il y avait comme ça une espèce de mouvement qui voulait solliciter la sympathie, la solidarité des Européens sur les valeurs, des Arabes sur la confrérie. Et voilà, les chiffres aujourd'hui ne permettent pas de dire que ça a marché. Nous écoutons quelques mesures de Another Night in Tunisia, interprétées par Bobby McFerrin. Vous l'aurez sans doute reconnu. Saskia Cousin, vous qui, en qualité de maître de conférence à la Sorbonne, enquêtez sur les usages politiques et les représentations liées au tourisme. Qu'avez-vous noté quant au discours non plus des commerciaux, des commerçants, des professionnels du tourisme, mais des autorités, qu'elles soient nouvelles, qu'elles aient gardé leur trône, au sujet du tourisme, à l'attention des touristes? Alors, il y a plusieurs types de discours. Ce qui m'a intéressé dans mes différentes enquêtes, que ce soit en Europe ou en Afrique, c'est que la politique le discours des politiques touristiques a aussi une adresse locale et régionale. Donc souvent, on s'adresse à d'autres pour s'adresser à soi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu trouver en Touraine, en Seine-Saint-Denis, avec des motivations très différentes, au Bénin. Mais c'est aussi quelque chose qu'a étudié un chercheur comme Habib Saïdi, en Tunisie, qui montre que le tourisme est dès la colonisation un enjeu politique pour montrer qu'il y a des ruines romaines, donc c'est une extension, c'est légitime de faire un protectorat. Ensuite, avec Bourguiba, c'est une manière de s'adresser à son électorat, à ses citoyens, mais aussi à l'extérieur, en montrant la modernité du peuple tunisien, toujours à travers des images touristiques. Habib Saïdi parle de l'amour, la manière d'utiliser le tourisme pour produire de l'amour politique. Et puis avec Ben Ali, c'est construire un mythe, Hannibal, etc., le lien avec le passé, etc. Donc le problème, du coup, c'est que si on lit politique comme ça, politique et tourisme, on s'adresse aux touristes et on s'adresse à ces sujets ou à ces citoyens en liant les deux. Et quand le tourisme, l'État se casse la figure, le tourisme, l'image du tourisme se trouve attaquée également. Alors là, vous nous parlez des stratégies politiques à l'échelle locale. Qu'en est-il à propos des touristes étrangers ? Alors, il y a deux choses. Il y a les touristes, comment on s'adresse aux touristes étrangers quand on est le pays d'accueil, et puis comment les États des touristes
conseille ou déconseille. Et ça, c'est tout ce qu'on peut observer actuellement en Afrique de l'Ouest. Après l'assassinat des 2 Français au Niger, notamment, et puis ce qui se passe au nord du Mali, par exemple, il y a une chute, il y a plus de touristes au Mali, et c'est plutôt moins lié aux attentats qu'à la communication que fait le gouvernement français, les conseils aux voyageurs, ou plutôt le déconseil aux voyageurs. Il n'y a plus personne en pays de Gon, mais ça touche pas seulement, comme vous disiez, le tourisme d'affaires, un élément important. Les chercheurs à Bamako, ils n'ont même plus le droit de sortir, d'aller faire des enquêtes. Donc, eux aussi génèrent une économie, etc. Donc, il y a 1000 kilomètres. Concrètement, vous êtes privé de vacances ou de travail, de déplacement sur place quand vous voulez l'enquêter, ou c'est pour ça que vous êtes replié au Bénin ? Non, moi je travaille pas au Mali, donc j'ai de la chance. Là, demain, je pars au Bénin et j'ai pas de problème. Mais mes collègues qui sont au Mali, même en poste, qui vivent là-bas, sont obligés de prendre des vacances pour travailler en cachette. Enfin, et vraiment, il y a une confusion totale. Et derrière, il y a des enjeux encore politiques de pression sur le gouvernement malien par rapport aux politiques migratoires, etc. Donc, ce qu'on prend pour des politiques touristiques qui peuvent paraître anodines, de communication, etc. Derrière, il y a des enjeux de rapports de pouvoir internationaux qui sont très forts. Et ça existe dès la colonisation, parce qu'on installe des bureaux touristiques dans toutes les colonies françaises et anglaises dès la fin du 19e. Ça existe au moment de la guerre froide. C'est ce que montre Mimouna Hilali au Maroc, c'est-à-dire que montrer qu'on se met dans le camp du tourisme, c'est aussi montrer qu'on se met dans un certain camp et le choix qu'on va faire, tourisme populaire, s'agréger à la Russie ou s'agréger à l'Occident, si on peut dire, ça marque aussi des choix politiques, quoi. Emmanuel Noutari, à l'instant, Saskia Cousin nous parle des enjeux politiques et des enjeux d'argent qui sont liés aussi aux relations entre le tourisme et son instrumentalisation politique, son usage politique. Qu'en est-il justement de ces questions d'argent et du rôle du politique pour essayer d'attirer notamment les investissements qui sont le nerf de la guerre ? C'est sûr, en tout cas dans certains pays du sud de la Méditerranée, Maroc, Tunisie, Égypte, Jordanie, le tourisme a une place très importante dans les politiques publiques et dans les politiques de développement. Donc attirer des investissements à la fois avec des investissements nationaux, attirer des investissements étrangers, c'est un sujet très important. Le tourisme, c'est pas, si on regarde au Maghreb, disons, le tourisme, c'est le 3e secteur d'investissement au Maghreb, c'est le 6e secteur d'investissement au Machrek. Donc Machrek, c'est l'est de la Méditerranée, et puis en Turquie, Tunisie, on est plutôt c'est le 12e secteur d'investissement. Donc, alors c'est une manne économique, Emmanuel Noutari. Est-ce que on parle beaucoup, et on a beaucoup parlé, comme une des étincelles qui a fait prendre les révoltes arabes, de la corruption? On imagine qu'il y a beaucoup de questions de corruption entre le pouvoir politique et l'argent du tourisme, mais voilà, il y a des nouveaux régimes qui se mettent en place, prétendument moins corrompus, ou qui font des promesses. Est-ce que, d'après votre expérience du bassin méditerranéen, les régimes peuvent changer et la corruption rester? Vous me demandez beaucoup. Oui, mais c'est pas très politiquement correct, la réponse que j'attends. Non, oui, enfin, la corruption, s'il y a un développement économique, s'il y a moins de pauvreté, il y aura moins de corruption, c'est tout ce que je peux vous dire. Je crois, en tout cas en Tunisie, qu'il y a des signes effectivement d'un régime qui va ressembler à une démocratie, mais ça sera mort d'un jour, bien entendu. Donc oui, je crois que c'est en train d'aller sur la bonne voie. Je vois moins, c'est plus opaque, on voit moins ce qui se passe en Égypte. Oui, il y a ce fameux ministre à la Indiana Jones qu'on a accusé de s'être fait beaucoup d'argent personnellement avec le tourisme autour des pyramides, et qui s'en défend bec et ongle. Saskia Cousin ? Oui, en Afrique de l'Ouest, ce que j'ai pu observer, notamment au Bénin, c'est que les investissements ne sont pas des investissements européens. Les hôtels qui se construisent, etc., c'est lié au commerce Yoruba tout le long du Nigeria. On construit des hôtels pour du tourisme d'affaires, et un certain nombre de responsables du tourisme ont clairement dit que les Blancs avec leur sac à dos, ou les Frames, on appelle ça au Sénégal, français rien à manger, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de construire des hôtels avec des standards internationaux pour des touristes d'affaires qui viennent d'Arabie, etc. Puis il y a une autre chose, le lien avec la corruption, j'ai un
un étudiant qui fait sa thèse sur la relation entre tourisme et hashish dans la région du Rif. Ce qui est intéressant, c'est qu'il montre qu'en fait, on a des politiques de lutte contre le trafic de hashish. On va remplacer la culture du hashish par le tourisme, mais en fait, ces touristes-là viennent pour fumer du hashish. Les narcotouristes. Et en même temps, c'est cet argent généré par le trafic du hash qui permet de construire des infrastructures touristiques. Donc il y a une connexion tellement forte que c'est très difficile, et les discours sur tourisme contre pauvreté, etc., sont plus compliqués que ce qu'on vient de dire. Alors on sait qu'aujourd'hui, dans l'actualité, il y a une proposition de dépénaliser le hashish en France pour que ça rapporte de l'argent à la France, qui deviendra peut-être demain une destination pour les narcotouristes de tous les pays. Jean Viard, à l'instant, Saskia Cousin nous parlait de l'importance des nouveaux hôtels de standing et pas des hôtels de masse pour les Français qui n'ont rien à manger. Quelqu'un me racontait récemment justement de très récentes vacances en Tunisie où il se retrouvait dans un hôtel de grand standing, tout seul, avec quelques familles libyennes fortunées qui attendaient de voir comment allaient tourner les événements de l'autre côté de la frontière. Est-ce que vous, Jean Viard, avez fait l'expérience surréaliste d'errer dans ces espaces dédiés au tourisme de standing, ces espaces mis en désir, comme vous dites, et soudain vidés de leur clientèle par des crises politiques? Non, j'ai pas fait l'expérience. Si, je l'avais fait quand il y avait des attentats en Égypte. On avait effectivement visité d'ailleurs la vallée des rois quand il y avait personne. Ça vous a beaucoup plu alors? C'est un tourisme un de privilégié. Mais bon, c'était quand même dramatique. Donc on va pas s'en féliciter. Mais je veux dire, non, mais je crois aussi, si vous voulez, qu'il faut pas tout voir sous l'angle de l'Europe. C'est-à-dire qu'effectivement, mais les autres interlocuteurs l'ont bien dit, il y a des stratégies de développement économique qui sont effectivement transversales. Il y a des enjeux Est-Ouest, il y a des investissements au Maroc, d'Arabie Saoudite, des Émirats, etc. Donc il ne faut pas qu'on regarde les choses que dans notre direction, si vous voulez.